Alors, je vais mettre ma caméra juste pour introduire un petit peu l'événement. Bonjour à tous et merci de vous être connectés. Donc, pour cette présentation, comme vous le savez, on va accueillir Jean qui va nous présenter un petit peu Keycloak aujourd'hui. Donc, il est prévu qu'il déroule sa présentation sur une vingtaine de minutes et après, vous pourrez poser vos questions si vous en avez. Donc, je vais laisser Jean, dès que tu es prêt, tu pourras y aller. Voilà. D'accord, ok. Bonsoir à tous. Donc, ce soir, je vais vous parler du Keycloak et on va échanger ensemble sur ce sujet-là. Ça fait un moment que je travaille sur Keycloak depuis 2019, en fait. J'ai eu l'occasion, dans le cadre de mes activités, de croiser Hubert dans une mission il m'a proposé de faire cette présentation et j'ai accepté avec plaisir. Donc, merci pour l'opportunité, Hubert, de faire cette présentation-là. Donc, rapidement, sans plus tarder, une présentation rapide, hein. Je suis diplômé d'école d'ingénieur. Euh, Juste un instant, parce que j'ai oublié de lancer la vidéo, juste pour la présentation, au moins, c'est plus sympa. Donc voilà, donc je suis diplômé d'école d'ingénieur ANSAT Mathmeka à Bordeaux depuis 2011. Et donc ça fait 14 ans que je travaille dans la construction des systèmes d'information. Donc j'ai été développeur pendant plusieurs années, puis tech lead, puis archi, puis je me suis orienté vers la cybersécurité, notamment vers Keycloak. Et je fais plusieurs choses. Je fais de l'expertise IAM, je fais de l'architecture, SI, cybersécurité, l'audit des systèmes, accompagnement technique et aussi du développement et de la formation. Donc, voilà pour moi. Et donc, je vais arrêter la vidéo pour pouvoir continuer. Et si lors de la présentation, vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, que je ne verrai pas forcément le message ou le mail levé. Donc, sans plus tarder, je vous propose qu'on commence, sauf si Hubert veut qu'on attende encore un petit peu. Non, on peut y aller, Jean, tu peux y aller. Ok, ben, parfait. Donc, on va commencer par les besoins habituels en termes de sécurité applicative. Donc, lorsqu'on souhaite sécuriser une application ou un système d'information, donc, on a besoin d'identifier les utilisateurs du système. Donc, donc on a besoin d'identification. Par utilisateur, ça peut être un utilisateur humain, ça peut aussi être juste une application ou même un appareil. On a aussi besoin d'authentifier cet utilisateur. Donc, l'authentification consiste à demander à l'utilisateur de prouver son identité. Dans certains cas, on souhaite aussi protéger le compte contre une usurpation d'identité. Donc, pour ça, on va utiliser une authentification à facteurs multiples. Il y a aussi des besoins de droit d'accès, de contrôle de droit d'accès pour adapter le comportement de l'application par rapport aux droits de l'utilisateur. Et dans un environnement où on a plus d'une application, dans le SSO, ça peut être très utile. Donc, permettre à l'utilisateur de s'authentifier une fois et d'accéder à plusieurs applications. Et aussi, dans le système d'information, on a aussi des besoins de simplification. Donc, parce que plus le système d'information grandit, plus il devient complexe. Et chaque fois qu'on peut simplifier, c'est toujours une bonne chose. Et donc, dans les grandes lignes, Keycloak, comment Keycloak s'insère dans ces besoins de sécurisation des applications. Donc, Keycloak, c'est un serveur d'autorisation. Il implémente deux protocoles d'autorisation, donc OED et SAML. Il offre des moyens d'octroyer des accès à des ressources. Keycloak, c'est aussi un identity provider, parce qu'il implémente le protocole OpenID Connect, OIDC, et SAML V2. Donc, en ce sens, il gère les identités et met à disposition un service d'authentification. C'est une solution de la famille des IAM, Identity and Access Management. C'est un outil open source, commencé en 2013. S'installe sur Windows, Linux, Docker, Kubernetes, etc. Il est de plus en plus utilisé. Et donc, c'est un gage de qualité. Et ça rassure. Donc, le site, c'est keycloak.org. Et puis la dernière, vous pouvez trouver la release ici. Et donc,
Keycloak répond aux besoins modernes en permettant plusieurs choses. Donc, l'enregistrement, par exemple, de nouveaux utilisateurs et applications. Donc, Keycloak supporte ça, ce qui permet de décharger les applications de ces fonctionnalités-là. Donc, ça va dans le sens de la simplification et de la sécurisation aussi. Parce que voilà, donc, il permet d'authentifier les utilisateurs, de valider le processus, il implémente le processus de validation de l'adresse email pour les nouveaux utilisateurs, et même en cas de changement d'adresse email. Changement de mot de passe, enfin, des fonctionnalités standards de sécurisation des comptes utilisateurs. L'authentification multifacteur MFA est aussi supportée nativement par Keycloak et permet d'organiser les utilisateurs par groupe, ce qui simplifie l'administration des utilisateurs. Les droits d'accès, on a le mécanisme airbag, role-based access control, ABAC, attribute-based access control, etc., qui sont supportés nativement. Le SSO aussi, et c'est un outil versatile, donc je ne vais pas lister tout ce qui permet de faire ici, mais il est versatile. Il est conforme aux standards d'authentification et d'autorisation actuels, et il est plutôt complet. Donc, on va rapidement parler du standard O2 et Samuel et OpenID Connect parce que c'est important pour comprendre le fonctionnement de Keycloak. Donc, O2, ça veut dire Open Authorization Layer 2. Parce qu'il y a une première version qui a été remplacée par cette version-là. Donc, c'est un standard d'utilisation soutenu par plusieurs acteurs, grands acteurs. Tous les géants de web ont participé à son élaboration. Et le cœur de O2, sa raison d'être, ça permet de donner des droits d'accès de façon simple et sécurisée à un ensemble de ressources. Voilà. Donc, un utilisateur peut utiliser des applications accéder à ces données sans partager ces informations de connexion. Et une application peut obtenir pour elle-même l'autorisation accéder à des données aussi, des données gérées par d'autres applications. Donc, la RFE, elle est là. Donc, ça, c'est la RFE de votre 2. Il y a une version 2.1 qui est en cours de rédaction et qui va bientôt sortir. Donc, quand il s'agit de O2, il y a quelques termes qui reviennent souvent et c'est intéressant de connaître. Donc, le resource owner, c'est l'utilisateur, en fait. Le resource server, c'est l'application qui gère les ressources. Donc, c'est le serveur qui héberge les ressources protégées. Et il doit être en mesure d'accepter de répondre à une requête contenant un jeton d'accès. Un jeton d'accès. Alors, O2, on va parler de jetons plus tard, mais O2 a été structuré autour du jeton. Il y a plusieurs types de jetons qu'on va voir plus tard. Un client, c'est le système ou l'application qui a besoin d'accéder aux ressources, et un serveur d'autorisation, c'est le serveur qui délivre le jeton d'accès, après avoir authentifié l'utilisateur et obtenu son consentement. Donc, les jetons, c'est la pierre angulaire du fonctionnement du standard O2. Donc, il y a deux jetons qui sont très importants à connaître. Donc, le jeton Access Token et Refresh Token. Access Token porte les autorisations d'accès aux ressources protégées. C'est un jeton qui est délivré par le serveur d'autorisation au client, après l'authentification de l'utilisateur et après avoir obtenu le consentement de l'utilisateur. Donc, c'est un jeton de type BIA parce qu'il y a plusieurs types de jetons. Et le refresh token, c'est un jeton qui permet au client, donc à l'application, de renouveler le jeton d'accès sans faire intervenir l'utilisateur de nouveau. Donc, ça permet de renouveler de façon transparente le jeton d'accès. Il est aussi délivré par le serveur d'autorisation, AS, à certains types de clients en plus du jeton d'accès. Il n'est pas délivré pour tous les types de clients, ça dépend. Donc, c'est un jeton type refresh. Et pour transmettre le jeton d'accès lors d'un appel HTTP du client, en fait, on utilise l'header authorization et à l'intérieur, la valeur, en fait, c'est BIA et la valeur du jeton. Donc, le type de client, donc client dans O2, ça désigne application. Hein. Donc, O2 définit deux types de clients, le client public et le client confidentiel. La différence fondamentale, c'est que le client public, il ne peut pas s'authentifier, alors que le client confidentiel, il peut. Donc, un client public, c'est tout client front-end qui s'exécute sur un appareil auquel l'utilisateur a accès. Donc, typiquement, les SPA sont des single page applications sont des clients publics, des applications mobiles, des interfaces graphiques aussi. Les clients confidentiels, c'est les clients qui s'exécutent sur les serveurs, donc les API, par exemple, ou toute application qui s'exécute sur un serveur auquel l'utilisateur final n'a pas accès. Et donc, la conséquence, c'est qu'un client confidentiel, il a un client ID, donc un identifiant, et un client secret, un peu comme le mot de passe, qui lui permet de s'authentifier. Et le client public, il est juste un client ID. Et donc, les grands types, donc, définissent la façon dont un client peut obtenir des jetons. Donc, il y a
il y a deux étapes pour obtenir un jeton. Donc, les clients obtiennent d'abord une autorisation sous la forme de Authorization Grant. Puis, ensuite, ils échangent cette autorisation contre un jeton d'accès. Donc, un grant type défini, donc, comment le client obtient l'Authorization Grant. L'Authorization Grant peut être obtenue de deux façons. De façon explicite, lorsque l'Authorization Grant est matérialisée par un code. Donc, vous savez, il y a une première étape où, après l'authentification de l'utilisateur, le serveur OAuth2, il n'envoie pas un jeton, mais il envoie juste un code. Et après, le client échange ce code-là contre un jeton d'accès. Ça, c'est la façon explicite. La façon implicite, c'est qu'il n'y a pas d'Authorization Grant, donc c'est implicite. Donc, il y a 4 types de grant type. Il y a Authorization Grant Code, qui convient pour tout type d'application. C'est le plus utilisé, en fait. Les implicit grant, c'est très facile à comprendre, mais actuellement, il est déprécié, donc il ne faut plus l'utiliser. Ça a été supprimé dans la version 2.1. À la base, c'était conçu pour les applications SPA, pour simplifier l'intégration. Maintenant, c'est deprecated. Resource Owner Password Credential Grant, ça, c'est aussi un grant type qui, à l'origine, était dédié aux applications legacy qui ne pouvaient pas implémenter OAuth2 facilement. Donc, il permettait aux applications de réutiliser le mot de passe, le login et le mot de passe de l'utilisateur pour obtenir un jeton. Et ça aussi, ça a été déprécié dans la version suivante. Et donc, le grant type, le quatrième, c'est Client Credentials Grant. C'est celui qui permet à une API d'obtenir une autorisation pour appeler une autre API sans qu'il y ait un utilisateur d'impliqué. Donc, si vous avez deux API, vous voulez sécuriser la communication entre ces deux API-là. Donc, une API peut nécessiter la présence d'un jeton dans le requête HTTP. Et donc, pour ça, pour l'appeler, les autres API utilisent ce grant type pour récupérer des jetons auprès de kickoff ou d'un autre serveur d'autorisation avant de pouvoir les appeler. Donc, il y a d'autres types de grant type qui sont moins utilisés que ceux-là. Celui qui est le plus utilisé, c'est Authorization Code Grant, c'est le premier. Donc, on va juste voir un flow d'authentification avec un grant type. Donc, on va prendre Authorization Code Grant, qui est le plus utilisé. Donc, en général, l'utilisateur, il arrive, se connecte sur son navigateur, on va dire ça. Ensuite, il essaie d'accéder à l'application, donc au client. Il n'a pas de jeton, il n'est pas authentifié, donc l'application va le rediriger vers le serveur d'autorisation. Donc, OAuth2 fonctionne sur un mécanisme de redirection HTTP. Donc, il se base beaucoup sur la redirection HTTP pour fonctionner. Donc, quand l'utilisateur arrive qui n'est pas authentifié, il sera redirigé vers Keycloak. Donc, il va repasser par le navigateur de l'utilisateur. Ensuite, Keycloak va lui présenter le formulaire d'authentification. Ensuite, l'utilisateur va saisir son username mot de passe. Il va envoyer les identifiants à Keycloak, qui, en retour, va retourner un code. Donc, il va rediriger l'utilisateur vers l'application, mais avec un code. Donc, on repasse par le navigateur. Ensuite, l'application récupère le code. Et maintenant, avec ce code, il échange le code contre un jeton d'accès. Et dans cette requête, il inclut le client ID et le secret s'il en a. Parce que ce Authorization Code Grant, il peut être utilisé par des clients qui ont des secrets, mais aussi par des clients qui n'ont pas de secret. Ça marche aussi pour les deux. Donc, Keycloak vérifie le code et s'assure bien que le code a été généré pour ce client-là. Ensuite, si c'est le cas, il retourne un jeton au client et le client, il a la capacité de contrôler la validité, l'intégrité du jeton, et une fois que tout est OK, le client retourne les ressources et l'utilisateur peut les consulter. Donc, c'est un peu le fonctionnement détaillé de l'Authorization Code Grant. Et donc, à la fin de la présentation, vous pourrez avoir les slides si vous le souhaitez. Donc, je vais passer sur les autres, vous pouvez les regarder. Celui-là aussi, il est intéressant. C'est celui qui permet d'obtenir un jeton pour elle-même. Donc, rapidement, c'est l'application souhaite appeler une API web, par exemple. L'API web est protégée par un jeton Keycloak. Donc, supposons par exemple que c'est un clone qui s'exécute périodiquement. Qu'est-ce qu'il fait? Ce clone-là, il appelle Keycloak avec ses identifiants, client secret, pour récupérer les jetons. Keycloak retourne les jetons, il contrôle les jetons et après il utilise les jetons pour appeler les API. Donc, Keycloak implémente donc OAuth2 et aussi OpenID Connect. OpenID Connect, c'est un protocole d'authentification. Keycloak, c'est un standard d'autorisation. OpenID Connect, c'est un protocole d'authentification. C'est une couche au-dessus de OAuth2. Donc, c'est une couche pour faire l'authentification. Donc, les deux marchent ensemble.
parce que OAuth2 suppose une authentification de l'utilisateur pour pouvoir générer le jeton. Mais OAuth2 ne dit pas comment l'utilisateur doit s'authentifier. Donc, OpenID Connect vient compléter OAuth2 avec le mécanisme d'authentification. Donc, avec OAuth2, en fait, on a la possibilité pour le client de vérifier l'identité de l'utilisateur après l'authentification. Il y a un jeton ID token qui a été introduit par OpenID Connect. Et le client peut aussi obtenir des informations supplémentaires en appelant un endpoint spécifique. Donc, OAuth2, OpenID Connect, c'est un standard qui a été ratifié en 2014. C'est une extension de OAuth2 et les informations sont encodées en GWT, Gizon Web Token. Donc, il y a quelques termes principaux pour OpenID Connect. On va passer. Donc, le flow classique, c'est la vision conceptuelle, c'est ça. Donc, Relying Party, c'est le client. OAuth2. OpenID Provider, c'est l'autorisation de serveur. OAuth2. Donc, les clients sollicitent l'authentification de l'utilisateur auprès des serveurs d'autorisation. Là. Donc, le serveur d'autorisation, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à l'utilisateur de s'authentifier. L'utilisateur s'authentifie. Et une fois que l'utilisateur s'authentifie, le serveur d'autorisation va retourner le résultat de l'authentification au client. Ensuite, le client a la possibilité d'appeler user info pour récupérer plus d'informations de l'utilisateur s'il le souhaite. Donc, avant que ces protocoles ne soient créés et implémentés, en fait, ils ont été créés et implémentés justement pour répondre aux autres des problématiques qu'on avait. C'est qu'avant, en fait, typiquement avec OpenID Connect, avant OpenID Connect, alors il y avait des protocoles qui existaient déjà d'authentification, mais en général, ce qui s'est passé, c'est que on avait, avec la multiplication des applications, la multiplication des comptes utilisateurs et aussi la duplication de la fonctionnalité d'authentification dans chaque application. Et on avait une gestion décentralisée, hétérogène de politique de sécurité. Il y a eu des tentatives pour rationaliser tout ça, mais la plupart du temps, c'était plutôt complexe et ça n'a pas été adopté à grande échelle. Et OAuth2, c'est un peu la même histoire. Donc, avant OAuth2, pour donner des droits d'accès, en fait, si on était un utilisateur et qu'on souhaitait donner des droits d'accès, donc donner des droits à une autre application pour accéder à ces données, en général, on partageait ces identifiants avec cette application-là. Et donc, l'application stockait le mot de passe pour pouvoir l'utiliser à chaque fois qu'elle en a besoin. Et ça a créé un certain nombre de problèmes, donc des problèmes de sécurité déjà, et des problèmes de droits excessifs. C'est-à-dire, à partir du moment où l'application a le compte utilisateur, l'application peut agir exactement comme si elle était l'utilisateur. Il n'y avait pas de limitation de droits. Et lorsqu'on souhaitait révoquer l'accès, il fallait changer son mot de passe. Et donc, quand on changeait son mot de passe, on révoquait l'accès pour toutes les applications qui avaient les identifiants. Donc, c'était des problèmes connus. Et donc, il y a eu des tentatives pour résoudre ça. Et OpenID Connect, c'est un peu les solutions, entre guillemets, qui ont le mieux marché et qui ont été largement adoptées depuis que les protocoles ont été créés. Donc, rapidement, JSON Web Token, c'est une façon d'encoder un jeton. C'est pas du chiffrement, c'est juste de l'encodage en base 64. Donc, un jeton, ça a trois parties. Une partie payload, une partie header, et puis une partie signature qui permet de protéger le jeton contre toute modification. Donc, le serveur signe avec sa clé privée et avec la clé publique du serveur, on peut vérifier cryptographiquement la validité de la signature. Donc, SAML, on va passer rapidement, mais c'est à peu près le même principe. Donc, pour Keycloak, maintenant, si on veut, on rentre dans le vif du sujet, entre guillemets. Donc, Keycloak, c'est donc un outil qui implémente à la fois OAuth2, OpenID Connect et aussi SAML. Et il y a quelques termes principaux qu'il est important de connaître lorsqu'on souhaite utiliser Keycloak. Donc, il y a la notion de realm. Un realm, c'est quoi? C'est comme un namespace. C'est un namespace. C'est un conteneur d'objets. Donc, on travaille à l'intérieur d'un realm. Donc, on crée les utilisateurs à l'intérieur d'un realm, on crée les applications à l'intérieur, les rôles, etc., etc. Un utilisateur appartient à un realm et il peut s'authentifier uniquement au niveau de ce realm-là. Donc, et les realms sont étanches. Donc, si vous avez deux realms, vous ne pouvez pas, en tant qu'utilisateur, utiliser vos identifiants d'un realm pour vous connecter sur un deuxième. Et donc, deux utilisateurs de deux royaumes séparés
sont considérés comme deux utilisateurs séparés. Donc, à l'intérieur de Realm, on fait l'administration, de Keycloak. Un client représente une application, donc les utilisateurs. Un rôle, dans Keycloak, c'est une chaîne de caractères. Et cette chaîne de caractères, on peut lui donner la signification qu'on veut. Donc, ça permet, en général, c'est utilisé pour donner des droits aux utilisateurs. Donc, on donne des rôles aux utilisateurs et les applications interprètent ce rôle-là pour savoir sur quoi l'utilisateur a le droit ou pas. Un groupe, c'est un conteneur pour gérer des utilisateurs. Un client scope, ça permet de reconfiguration des applications à plusieurs clients et les appliquer à plusieurs clients. Donc, ça permet en gros une réutilisabilité de configuration. Consent, donc ça c'est le consentement. L'authentification, c'est l'action de s'authentifier. Donc, il y a des protocol mappers qui permettent d'ajouter des données aux jetons si on le souhaite. Donc, la fédération d'utilisateurs. Avec Keycloak, on peut s'appuyer sur une source externe de stockage d'utilisateurs. Notamment, on peut brancher l'AD sur Keycloak ou un serveur LDAP et réutiliser les utilisateurs qui sont dans cet AD-là. Donc, si on ne souhaite pas recréer les utilisateurs à la main dans Keycloak. Donc, ça permet aussi de faire la fédération d'identité. Donc, vous pouvez, par exemple, déléguer à un autre identité provider le soin d'identifier les utilisateurs. C'est ce qu'on peut voir, par exemple, lorsqu'on se connecte sur un site qui nous permet soit de nous identifier directement, soit de passer par Google ou LinkedIn. C'est la fédération d'identité provider et Keycloak supporte ça. Donc, on peut créer des choses assez complexes comme des mappings de rôles, des rôles composites, des service account, required actions, des actions on a la possibilité d'obliger l'utilisateur à faire certaines actions. Typiquement, quand il se connecte, on peut l'obliger à changer son mot de passe, on peut l'obliger à vérifier ses informations de profil, on peut l'obliger à valider son adresse email. Et ça, c'est fait des required actions et Keycloak permet de faire ce genre de choses. Donc, il permet de faire beaucoup plus de choses. Il permet de faire des MFA, l'authentification biométrique. On peut éteindre facilement Keycloak avec des SPI, ça s'appelle Service Provider Interface. Donc, on étend des SPI et puis on ajoute des fonctionnalités. Il y a une protection anti-brute force, même si c'est une protection très limitée, des services. L'enrôlement des utilisateurs, des politiques de sécurité, des endpoints releasés. Et Keycloak a des API REST qui sont très, très, très bien fournis. Donc, on peut utiliser les API REST pour administrer Keycloak. Et c'est plutôt très bien fait. Donc, pour installer Keycloak, donc, on peut déjà, il faut du Java. Donc, une fois que vous avez Java, ça peut être la version 17 ou une version plus récente. Ensuite, vous configurez Java pour qu'il soit disponible dans les passes, et tout va bien. Ensuite, on télécharge Keycloak. On le dézip, et une fois qu'on l'a dézippé, on peut le démarrer rapidement avec cette commande. Donc, on peut aussi l'installer Keycloak avec Docker et on peut l'installer dans Kubernetes, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le partage et on va partir sur le terminal. Là, je vais peut-être partager la totalité de mon écran, ça va être plus facile comme ça. Donc, donc, vous me dites. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez toujours? Oui. Ok. Donc, j'ai ici, normalement, je vais aller là, ça va être plus. Ok. Donc, j'ai déjà téléchargé le Keycloak, donc la dernière version, donc je vais le dézipper. Donc, une fois que c'est dézippé, normalement, il suffit juste de faire, on va faire comme ça, bin/kc.sh /start-dev. Et donc là, il va démarrer, là c'est un mode dev, donc il va démarrer avec une base de données embarquée, en fait. Et bon, pour développer, ça peut être suffisant, mais lorsqu'on souhaite industrialiser, c'est clairement pas suffisant. Pour utiliser
une config de base de données externe. Voilà. Donc, il est démarré. Donc, on va aller sur localhost 8080. Et donc, quand on arrive pour la première fois, donc, Keycloak te demande de créer un utilisateur parce qu'il ne vient pas avec un utilisateur. Donc, je vais créer un utilisateur. Je vais utiliser le mot de passe. Est-ce que je vais l'utiliser? Je vais changer le mot de passe. Donc, je crée mon utilisateur, donc mon admin initial. Donc, ensuite, je vais l'utiliser pour me connecter à la console d'administration. Et donc, quand j'arrive dans la console d'administration, la console d'administration de Keycloak ressemble à ça. Donc, on a un royaume par défaut qui existe, qui est le master. Alors, ce qui est conseillé, c'est une fois qu'on installe Keycloak, la première chose à faire, c'est de créer notre propre royaume sur lequel on va travailler, parce que master, c'est utilisé pour gérer Keycloak, vraiment gérer Keycloak d'un point de vue fonctionnel et technique. Et si il y a un problème avec le master, c'est un problème qui affecte tout Keycloak, ce qui peut même empêcher l'accessibilité à Keycloak. Donc, c'est conseillé de ne pas travailler dans le master, mais de créer son propre royaume dès qu'on l'installe. Donc, une fois qu'on est là, ce qu'on peut faire, c'est déjà créer des utilisateurs. Si jamais on souhaite créer, on va créer un utilisateur. Rapidement, donc ça c'est le required action, les actions obligatoires. Typiquement, ce qu'on peut faire, c'est je peux l'obliger à configurer un OTP pour faire des MFA, je peux l'obliger à mettre à jour son mot de passe la prochaine fois qu'il se connecte, à mettre à jour son profil, à vérifier son adresse email et bien d'autres choses. Donc ici, j'ai la possibilité de configurer si à la création, je considère que son adresse email est directement vérifiée ou pas. Donc je vais dire oui parce que c'est juste un test. Donc on va faire un test. Donc je vais juste mettre une adresse email test@test.fr. Et donc, j'ai la possibilité de joindre d'affecter l'utilisateur à un groupe dès la création. Mais là, je n'ai pas de groupe, donc je vais juste créer l'utilisateur. Une fois que c'est créé, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre un mot de passe pour pouvoir l'utiliser par la suite. Donc, on va juste mettre un mot de passe simple. Alors, comme c'est un test, donc je veux juste dire que le mot de passe n'est pas temporaire. Sinon, à la prochaine création, ils vont m'obliger à changer le mot de passe. Mais ça peut être intéressant de laisser comme ça, donc on va voir comment ça fonctionne. Donc là, ça veut dire que le mot de passe est temporaire. À la prochaine connexion, je serai obligé de le changer. Donc là, je crée un utilisateur. Donc ce que je vais faire maintenant, ensuite, c'est créer un client, donc une application. Donc pour créer une application, donc je clique sur client, je choisis le type de client, OpenID Connect ou SAML, donc je laisse OpenID Connect, donc client ID. Je peux l'appeler juste my client. Donc name, si je vais lui donner un nom explicite, mais c'est pas obligé. Description aussi. Est-ce que je veux que le nom du client apparaisse toujours dans l'espace graphique? Je vais laisser off. À partir d'ici, je dois choisir si le client peut s'authentifier ou pas. Est-ce que c'est un client public ou pas? Ensuite, donc là, si je mets off, ça veut juste dire que c'est un client pour un front-end. Donc, c'est pas un client, c'est un client qui peut pas s'authentifier. Authentication flow, ça permet en fait, c'est directement lié au grant type qu'on a vu. Donc, le standard flow, c'est le flow d'authentification qui correspond à l'Authorization Code Grant, qui est le plus utilisé, en fait. Direct Access Grant, c'est le flow qui permet d'utiliser le nom d'utilisateur, le mot de passe de l'utilisateur pour obtenir un jeton. Donc, c'est un flow qui est coché par défaut, mais qui est déconseillé, donc on va juste le décocher là. Ensuite, ici, j'ai la possibilité de mettre des URL pour l'application. Donc, si c'est une application qui est une interface graphique, j'aurais besoin de ces URL là pour que ça fonctionne, pour que je puisse, en fait, rediriger les utilisateurs à Keycloak. Sinon, ça va pas marcher. C'est un mécanisme de sécurité. Ça permet à Keycloak de savoir à l'avance quelles sont les URL que l'application peut utiliser. Comme URL de redirection. URL de redirection, c'est une fois que l'utilisateur est authentifié, où est-ce que Keycloak va le rediriger? Où est-ce qu'il va aller? Sur quelle page? Et c'est l'application en appelant Keycloak pour l'authentification qui donne ces informations-là. Mais il faut que les informations que l'application envoie correspondent aux valeurs qui sont enseignées ici. Web Origin, ça permet de savoir à partir de quel nom de domaine l'application peut contacter Keycloak. Donc, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on met une URL de directeur. Une URL de direction valide, et après on met un plus ici pour dire à Keycloak juste
le web origin et URL direction, c'est pareil, utilise la même URL. Donc, une fois qu'on a créé, donc on a les settings ici, donc ce qu'on a mis, on a autre chose. Donc, on a d'autres onglets. Donc, si on veut créer des rôles pour ce client-là, on peut. Les rôles, on peut les créer à deux endroits dans Keycloak. On peut les créer au niveau du client, on peut aussi les créer au niveau du royaume. Donc, au niveau du royaume aussi, on peut créer des rôles. Et quand on installe Keycloak, il y a déjà des rôles par défaut qui sont au niveau du royaume. Alors, si vous voulez utiliser les rôles, alors, c'est pas conseillé forcément d'utiliser les rôles par défaut. Donc, créez vous vos propres rôles pour pouvoir les utiliser dans vos applications. Et donc, voilà, donc notre client est là. Donc, il y a les rôles, il y a les client scopes. Il y a des scopes par défaut, il y en a plein. Des client scopes. Donc, les scopes par défaut, d'où viennent ces scopes? Ces scopes par défaut viennent d'ici, en fait, au niveau du royaume, directement. Quand vous regardez, vous avez des scopes par défaut. Donc, ces scopes, ça permet d'ajouter des informations dans les jetons, en fait, dans les jetons Access Token. Donc, il y en a qui sont par défaut, il y en a qui sont optionnels. Et donc, voilà. Ensuite, si on veut pas, non, ça c'était pas notre client est là. Donc, il y a donc, une fois qu'un utilisateur se connecte en utilisant ce client-là, donc cette application, les sessions, vous allez les voir ici. Donc, ce sont les sessions utilisateurs. Ici, c'est des paramètres avancés que vous pouvez utiliser pour encore plus contrôler le fonctionnement de votre client. Et là, c'est des événements si jamais il y a des événements d'un utilisateur connecté à partir de ces applications-là, de cette application, vous allez les voir ici. Les événements sont configurables ici. Au niveau du royaume, on va les partir. Donc, au niveau du royaume settings, vous avez un tab event qui vous permet en fait d'activer des événements. Si vous voulez, par exemple, sauvegarder les événements d'administration, vous pouvez. Et puis vous définissez une durée d'expiration. Peut-être par exemple, je sais pas, 30 minutes ou 30 jours. Et pendant 30 jours, en fait, chaque fois que l'admin fait quelque chose, le Keycloak va stocker ça et on pourra les consulter. Et au bout de 30, les événements vieux de plus de 30 jours seront automatiquement supprimés. Pour les utilisateurs, c'est pareil, donc on peut l'activer. On peut donner aussi une durée de validité. Et on peut dire, mettons 30 ans, et on peut choisir le type d'événement concerné. Donc voilà, ça c'est pour les événements. Ensuite, et donc une fois qu'on a activé les événements, en fait, on pourrait les voir ici, en fait, les événements. Donc là, vu que j'ai activé les événements, on voit déjà que Keycloak l'a stocké, que je suis en train de faire quelque chose, donc je suis en train de modifier la config. Donc si on revient au niveau du royaume rapidement, donc au niveau du royaume lui-même, il y a des configurations qu'on peut faire. Donc ici, on peut décider est-ce que l'utilisateur peut s'enregistrer ou pas. Est-ce qu'il peut s'enregistrer tout seul? Est-ce qu'il peut, on peut lui présenter un bouton mot de passe oublié sur la page de login pour qu'il change son mot de passe ou pas. Donc, par défaut, c'est non. Si je veux qu'il puisse s'enregistrer, je dis oui. Est-ce qu'il peut faire du remember me? Est-ce qu'il peut utiliser, est-ce qu'on utilise l'email comme username? Est-ce que l'utilisateur peut se connecter avec son adresse email? Est-ce que on autorise des emails dupliqués? Est-ce qu'on oblige tout nouvel utilisateur à vérifier son adresse email? Si c'est le cas, Keycloak va envoyer un mail à l'utilisateur pour qu'il vérifie son adresse email avant de pouvoir accéder. Est-ce qu'on autorise l'utilisateur à modifier son nom d'utilisateur? Ici, c'est si vous voulez configurer un serveur SMTP pour pouvoir envoyer les emails. Ça, c'est la configuration des thèmes. Donc, les thèmes, c'est ce qu'on voit en fait. Par exemple, les thèmes admin, c'est ce qu'on voit à l'écran. Donc, on peut aussi avoir un thème pour le login, un thème pour le compte, un thème pour l'adresse email, etc. Alors, ça, c'est les clés cryptographiques, les événements, la localisation, si on veut faire, par exemple, du ID8N, voilà. C'est la protection, un certain nombre de configurations de protection du Keycloak. Ici, on peut activer la protection anti-brute force. Donc, c'est désactivé, mais on peut l'activer. Une fois qu'on décide de l'activer, il y a un certain nombre de paramètres qu'on peut mettre. Combien de fois on tolère, au bout de combien d'échecs, par exemple, on bloque le compte.
pendant combien de temps on bloque le compte, une fois qu'on bloque le compte, qu'est-ce qui se passe, au bout de combien de temps est-ce qu'on débloque, etc., etc. Donc des choses comme ça qu'on peut utiliser pour sécuriser un peu plus les comptes. Ici, ça permet de configurer la session. Donc la session ici, par exemple, ce paramètre-là, donc la session add-on, ça permet de définir quelle est la durée maximale d'inactivité utilisée pour la session avant que la session expire. Donc 30 minutes, ça veut dire au bout de 30 minutes d'inactivité, la session va expirer. SSO Session Max, ça c'est la durée maximale de la session indépendamment de l'activité de l'utilisateur. Parce que même si l'utilisateur est actif, au bout de 10 heures, sa session va expirer quand même. Donc on peut aussi configurer le Remember Me. Alors si on configure le lien pour le Remember Me, il hérite automatiquement de ce qui précède. Et donc il y a d'autres configurations, d'autres paramètres qu'on peut renseigner pour les clients. Token, les jetons, donc c'est la configuration qui s'applique aux jetons d'accès, donc l'algorithme des signatures. Le petit clock utilise génère des jetons JWT, donc les jetons sont ici, donc l'algorithme des signatures est là. Et donc il y a un certain nombre d'autres paramètres qui sont là. Et ici, on définit la durée maximale du jeton, l'access token. Enfin, la durée du jeton, pas la durée maximale, la durée du jeton. Par défaut, c'est 5 minutes et c'est considéré de laisser à 5 minutes. Parce que, comme OAuth a un mécanisme de refresh token, donc qui permet de renouveler de façon transparente les jetons, c'est mieux d'avoir un jeton qui est une durée courte et l'application va s'occuper de renouveler les jetons chaque fois que les jetons expirent. Voilà. Et donc voilà. Ensuite, il y a d'autres paramètres qui sont plutôt des paramètres avancés. Et donc ici, Authentication, vous voyez ici les flows d'authentification. Alors un flow d'authentification, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui se passe quand l'utilisateur veut s'authentifier. Donc le browser flow, en fait, c'est le flow qu'on utilise lorsqu'on veut s'authentifier dans Keycloak via un navigateur. Donc par défaut, c'est le cookie. Si un cookie existe, le cookie pourrait l'utiliser. Sinon, on va regarder est-ce qu'il y a quelque chose. Bon, ici, il est désactivé, donc il ne va pas le regarder. Est-ce qu'il y a un IDP par défaut qui est configuré pour que Keycloak redirige vers cet IDP-là si il veut l'utiliser, etc., etc. Et s'il ne trouve pas, à la fin, ce qu'il va présenter, c'est un formulaire, username password. Ici, il y a OTP, une application OTP qui est configurée. Donc, pour faire du MFA, il va le présenter aussi. Ça, c'est conditionnel. Donc, ça veut dire qu'il faut que l'utilisateur ait activé ça dans son profil pour que ça marche. Donc, si on veut faire de la délégation d'identité, c'est ici. Donc, de la délégation d'authentification. Donc, à partir d'ici, en fait, on peut configurer des IDP sociaux, par exemple, comme Facebook ou Google et tout ça. On peut même connecter Keycloak à un autre Keycloak et déléguer l'authentification de cette façon. Si on veut utiliser un LDAP pour authentifier les utilisateurs, c'est ici. Donc, c'est dans l'onglet User Federation. Donc voilà, ce que je propose, c'est que rapidement, on essaie de voir comment authentifier une application. Et donc pour ça, on va créer un client. Pour cette application-là, on va commencer par cette application Angular, que je trouve juste comment ça s'appelle, le client de cette application. Donc, je pense que le client s'appelle AppConfig, c'est ça. Donc, le royaume, ok, le client il s'appelle Angular Client. Ok, donc on va créer un client qui s'appelle Angular Client dans Keycloak et on va essayer de l'utiliser. Alors, ce qui va se passer, c'est que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer. Donc, on va essayer. Donc, on va juste... voilà. On va démarrer l'application sans le configurer dans Keycloak. On va juste essayer d'y accéder. On va voir comment ça se passe. Donc, si je reviens à la présentation... Donc, on va sauter cette partie-là parce que vous pouvez le trouver sur la doc de Keycloak, de Keycloak, comment utiliser un client hébergé sur Internet pour rapidement tester
votre Keycloak que vous venez d'installer, si jamais vous n'avez pas d'application. Donc, le client Angular en question, en fait, qu'on va utiliser, c'est ce client-là. Donc, c'est un client qui est disponible gratuitement sur Internet. C'est pas moi qui l'ai développé, je l'ai juste trouvé. Je trouvais que c'est intéressant, donc je l'utilise. Et donc, une fois que vous téléchargez, vous faites npm install et vous faites ngserve, normalement, vous pouvez. Voilà. Qu'est-ce que. Ouais, j'ai été trop vite. Donc, c'est localhost 42. Voilà. C'est ça. Normalement, c'est sûr. Sauf si l'application n'a pas été démarrée. Donc, localhost 42 000. Normalement. Slash. Ok, intéressant. Ouais, si c'est 42 000, il te manque un 0, je pense. Si c'est Voilà, c'est 4200. Pardon. 4200, tout à fait. Voilà, attends. Parce que je vais juste vérifier qu'il ne tourne pas plusieurs fois. Localhost 2. Intéressant. Qu'est-ce qui peut justifier que l'application tourne mais je ne peux pas y accéder? Ah, ok. Je pense que j'ai une idée. Je pense que j'ai des erreurs. Oui, parce que j'ai des erreurs parce qu'il essaie de contacter Keycloak déjà et ça ne marche pas. Et donc sans plus tarder, on va créer le client ici. Donc, il essaie de contacter. Alors, ça, c'est parce que le développeur de l'application n'a pas géré les erreurs. Parce que c'est une application faite pour des besoins de démo. Donc, bien sûr, c'est une application faite pour aller en production. Et donc, comme il y a un mécanisme qui permet à l'application au démarrage de vérifier si l'utilisateur est déjà connecté ou pas. Donc, il contacte Keycloak. Et donc, comme la config n'est pas faite, il y a une erreur. Comme elle n'est pas catchée, donc, on ne peut pas accéder à l'application. Donc, je vais créer le client. Comme c'est un client public, j'ai juste besoin du client ID. Donc, je dis que ça s'appelait Angular Client. Donc, on va faire ça. Donc, le nom, bon, on va pas s'embarrasser de ça. Donc, on va juste dire que c'est une application flow. Donc, pour l'URL, la route URL, on va juste mettre ça. Donc, on va les user on va mettre ça. Donc, web origin, on va mettre plus. Et donc, normalement, si on revient là, qu'on réfléchit, notre application s'affiche. Voilà. Et donc, notre application s'affiche, et pourquoi j'aime bien cette application? Parce qu'il y a plein de boutons, en fait, qui permettent de jouer un peu avec les jetons, en fait. Ça va. Est-ce qu'on est authentifié? Bon, il a fait le test. Non. Alors, ce genre d'application, il faut savoir que il y a une librairie qui existe pour l'intégration de front-end avec les applications JavaScript. Donc, la librairie, elle s'appelle Keycloak.js. Donc, Keycloak.js. Et donc, en incluant cette librairie dans votre application front-end, c'est comme, il joue un peu, c'est le pendant JS de Spring Security, Spring Hold. Voilà. Donc, ça permet de faciliter l'intégration entre les applications et puis des outils comme Keycloak. Et donc, là, on peut tester, est-ce que l'utilisateur, est-ce qu'il est connecté, authentifié ou pas du tout. Bon. Là, on va cliquer sur s'authentifier. Donc, on arrive sur notre Keycloak. Donc, la redirection est faite. Et donc, là, je vais utiliser mon utilisateur test. Et donc, je vais m'authentifier. Et une fois que je me suis authentifié, Keycloak va m'obliger à changer le mot de passe de l'utilisateur. Pourquoi? Parce que dans Keycloak, si vous vous rappelez, j'avais dit que, en créant l'utilisateur, j'avais dit que en créant l'utilisateur et en mettant son mot de passe. Voilà, c'est ici. Donc, en mettant son mot de passe, en fait, j'avais dit que son mot de passe était temporaire. Voilà. Donc, c'est pour ça que, à l'authentification, Keycloak m'oblige à changer le mot de passe. Donc, là, je suis authentifié. Donc, comme je me suis authentifié, Keycloak m'a ramené sur l'application. Donc, cette fois-ci, je lui dis, est-ce que je suis authentifié? Oui, c'est true. Donc, le jeton d'accès, je vais le copier. Bon, là, ok, bon, je vais juste le parser pour voir ce qu'il contient. Donc, il contient tout ça, en fait, pas de défaut, le jeton d'accès. Donc,
j'avais dit que c'était un jeton de type JWT. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le retrouver. Normalement, il doit être dans le local storage des applications. Donc là, on va regarder, est-ce qu'on l'a ou pas. Bon, de toute façon, ici, on peut le copier. Donc, c'est très bien. Et c'est les applications en général. Et donc, vous avez un site qui est très bien pour inspecter rapidement un jeton de JWT pour savoir qu'est-ce qu'il contient. Donc, le jeton, il est sur ce format, hein, donc il est encodé en base 54. Donc, il y a 3 parties. Une partie header, c'est ça, en fait. Donc, ça donne l'algorithme, ça donne le type de jeton et ça donne l'identifiant de la clé qui a été utilisée pour la signature. Et le payload, la deuxième partie. Chaque partie est séparée par un point. Donc, le payload, il s'arrête là. Et le payload, c'est ça, en fait. C'est cette partie. Et à la partie signature. Donc, la partie signature permet de contrôler l'intégralité des deux parties précédentes. Donc, dans le payload, on a la date d'expiration, la date de fabrication du jeton. Voilà. Donc, ça a été fabriqué à 19h25 et ça expire à 19h30. Donc, c'est bien les 5 minutes qu'on avait mis. Ensuite, il y a des paramètres techniques. Ishua, c'est l'URL du royaume qui a servi à fabriquer ce jeton. Audience, c'est un paramètre technique défini par OpenID Connect. Le SAP, c'est l'identifiant unique, c'est une identifiant technique de notre client, de notre utilisateur, en fait, notre utilisateur. AZP, c'est le client, donc ça authorized party du protocole OpenID Connect. Ça, c'est l'identifiant de la session. Et ça, ce sont les scopes. Voilà. Si vous regardez sur ce Keycloak, vous allez voir que dans le client scope, donc dans le client scope là, il y a un scope qui s'appelle ACA, qui est un scope par défaut. Et en fait, c'est lui qui inclut cette partie dans le jeton, en fait, ACA. Et il y a un autre scope qui s'appelle Allow Origin, c'est lui qui inclut cette partie-là. Le scope Role, c'est lui qui est là. Donc, Role, il est quelque part. Il faut que je parte sur la page suivante. Role, c'est ça. Donc, ça, c'est le scope Web Origin. Role, c'est celui qui va inclure cette partie-là dans le jeton. Ensuite, ici, on a les identifiants, enfin, les informations personnelles de l'utilisateur. Donc, ces informations viennent du scope Profile. Profile, c'est ça, c'est un scope par défaut. Donc, voilà. Alors, on peut créer de nouveaux scopes et ajouter des informations dans le jeton de l'utilisateur. Typiquement, si vous voulez, par exemple, utiliser Keycloak pour gérer des droits d'accès, qu'est-ce que vous faites? Vous créez des rôles. Ensuite, vous attribuez des rôles à l'utilisateur et quand il va s'authentifier, selon que le rôle soit au niveau du royaume, ici, donc ici, ou au niveau du client, donc au niveau du client ici, ben, selon là où se trouve le rôle, en fait, ben, l'utilisateur, il aura un jeton avec les rôles qui vont bien. Donc ici, par exemple, le client Angular n'apparaît pas parce qu'en fait, il n'a pas de rôle. Le client Account, par exemple, il apparaît parce qu'il y a des rôles associés au client Account. Account, c'est un client par défaut qui Keycloak. Donc, si vous regardez dans le client, vous allez voir Account. Donc, c'est un client par défaut, et ce client par défaut, il a des rôles associés. Et quand on crée un utilisateur, par défaut, Keycloak lui donne un certain nombre de ces rôles-là. C'est pour ça qu'on les retrouve ici. Et quand on crée un utilisateur, par défaut, Keycloak lui donne aussi les rôles par défaut du royaume, c'est pour ça qu'on les retrouve. Donc, alors, quand vous utilisez Keycloak, il faut, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le ménage de tout ça parce qu'on n'en a pas forcément besoin et puis on n'a pas forcément envie que le jeton soit aussi volumineux, en fait. Donc, voilà pour une intégration Keycloak. Donc, pour une application Angular, donc, vous pourrez aller regarder le code source de l'application. C'est, en gros, à partir de Keycloak.js, qu'on inclut dans le package.json. Le Keycloak.js, il est quelque part par ici, voilà. Donc, il y a un Keycloak Angular qui utilise Keycloak.js, en fait. Donc, à partir de là, on a un certain nombre de classes qui viennent avec, dans une classe, un objet Keycloak Service et qui permet l'intégration avec Keycloak. Donc, voilà. Alors, on va peut-être faire rapidement je sais pas, alors, je pense pas qu'on a encore du temps. On peut peut-être facilement faire une petite démo de SSO et puis prendre des questions si vous en avez. On fait ça? Oui, on fait ça. Vas-y. Pas de souci. Ok. Donc ici, donc je sais plus, je vais faire logout. Donc logout. Maintenant, authenticated to works false. Donc parse token, il n'y a pas de token.
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer une deuxième application. Voilà, je fais OK. Donc, l'application React, comment je la démarre? Oh, je vais aller sur... je vais partir là. Donc, on fait npm start, pas facile. npm. OK, npm start. Donc, l'application React est démarrée. Alors, l'application React, qu'est-ce qu'elle a? Elle a ici. Donc, son client s'appelle React Client. Donc, je vais aller créer un client React Client. Sur GitLab, React Client. Voilà, ensuite next. Ensuite, on va faire ça. Ensuite, voilà, root URL et home URL, c'est pas obligé. On peut les créer, mais c'est pas obligé. Donc, ça fait 3000 pour l'application React. Donc, React Client. Okay, donc, normalement, comme le client qui clique de tout à l'heure, donc authentifier false, si je clique ici, donc je suis dirigé ici. Donc, je veux m'authentifier. Alors, je m'étais déconnecté de l'autre application. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais donc j'arrive ici. OK, donc maintenant, je suis authentifié, tout va bien. Et si je clique sur login, vous allez voir, il ne va pas m'authentifier parce que je suis déjà authentifié. Mais si vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a quand même des rédactions qui se font en haut là. Donc, quand même des rédactions qui se font parce qu'en fait, il va quand même me rediriger vers Keycloak, l'application va quand même me rediriger vers Keycloak. Mais comme je suis déjà authentifié, Keycloak a généré un cookie de session qu'il a mis dans ma session, qu'il a mis dans mon navigateur en fait. Et la redirection vers Keycloak, comme ça passe par le navigateur, bon, le navigateur va envoyer le cookie de session à Keycloak et Keycloak va voir que je suis déjà authentifié, donc il ne va pas me demander de me authentifier. Voilà. Donc ici, comme de l'autre côté, bon, voici l'access token, le jeton qui a été passé. Donc si vous voyez bien que le client, il était, voilà, le jeton, il a bien été récupéré pour le client React. Donc c'est pas le jeton tout à l'heure. Le jeton tout à l'heure, si vous regardez ici, AZ, party, c'était bien. Angular Client, ici c'est bien. Un jeton pour React. Donc maintenant, je suis authentifié. Si je reviens sur mon application Angular, ici, donc, ce que je vais faire de ça, et je vais juste repartir sur l'application et je vais cliquer, est-ce que je suis authentifié? Vous voyez qu'il a dit oui, je suis authentifié. Pourtant, je ne me suis pas authentifié sur l'application Angular. Je ne me suis pas authentifié sur l'application Angular, je me suis authentifié sur l'application React. Mais quand je suis arrivé, quand j'ai demandé si j'étais authentifié, il a dit oui. Parce que comme les deux applications utilisent le même Keycloak, le même royaume, et que, en fait, pour faire cette, si on regarde ici, quand l'application se charge, en fait, on a vu au début, quand l'application se chargeait, qu'en fait, l'application n'arrivait pas à se charger si Keycloak n'était pas, si l'application n'était pas bien configurée au niveau de Keycloak. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que au chargement de l'application, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une vérification auprès du Keycloak pour savoir si je suis déjà authentifié, en fait. Et comme je me suis authentifié avec l'application React, et que mon cookie est présent sur mon navigateur, donc mon cookie Keycloak, donc, quand cette application va contacter Keycloak en arrière pour savoir si je suis authentifié, donc il y a une redirection en arrière quand je vais se faire, donc Keycloak va récupérer mon cookie de session et il va bien dire que je suis authentifié. Donc, si vous voyez, en fait, c'est ça la redirection qui est faite. Voilà. Donc, vous voyez, il suffit juste de rafraîchir et j'ai ça. Et donc, si je regarde, en fait, le jeton d'accès, donc je vais le passer, et vous allez voir qu'ici, on a bien un jeton qui est récupéré pour le client Angular. De l'autre côté, on a un jeton qui est pour le client React. Donc, chaque application a son jeton. Donc, les applications ne partagent pas le même jeton. Chaque application a son jeton. Mais le SSO fonctionne quand même parce que le SSO, ça concerne l'authentification. Ça ne concerne pas les jetons. Et comme c'est Keycloak qui authentifie et qu'on a un Keycloak pour les deux, on a du SSO. Donc voilà, donc pour tout le reste, on va vous partager les slides, vous pouvez aller regarder. Donc pour aller plus loin, je publie des articles sur LinkedIn, donc si ça vous intéresse, vous pouvez me suivre et puis
Et puis, quand je publie un article, vous pourrez le voir. Sinon, alors, cette chaîne YouTube est très, très, très intéressante. C'est une chaîne que je regarde périodiquement. Il y a des vidéos, c'est en anglais, mais des vidéos accessibles sur TikTok qui permettent de rester au courant des nouveautés. Sinon, il y a le site officiel de TikTok qui est très, très bien fait. Et il y a le forum TikTok qui est aussi très bien, je vous conseille. Donc, à retenir, je vais vous laisser lire ça. Sinon, je te rends la main. Merci pour Jean pour cette présentation exhaustive. Je comprends clairement qu'une demi-heure, ça aurait pas suffi. Au début, j'ai envie de dire peut-être qu'il faut une autre session. Mais en tout cas, merci. Je sais pas si Marie et Stella, si vous avez des questions. Non, pas de questions. En tout cas, merci Jean pour cette présentation. Merci pour ton temps. Et je vais envoyer des slides et on espère t'accueillir une prochaine fois pour un autre sujet peut-être qui cloque un monde avancé. Ça sera avec plaisir. Oui, ce sera avec plaisir. Ouais. Surtout, n'hésite pas. Ouais. Merci bien à vous et c'était un plaisir. À bientôt. Merci. Bonne fin de journée à tous. Merci. Au revoir.